J'espère que tout va bien pour vous, que la santé tient bon, et surtout que vous êtes à l'abri autant que possible dans une époque qui ressemble à un sol qui tremble sans prévenir. Le monde est devenu nerveux, secoué, retourné par des affrontements armés qui se reproduisent comme s'ils avaient trouvé un mode d'emploi. On s'était dit, après l'Ukraine et la Russie, on va enfin souffler. Puis on s'est rassuré une deuxième fois. Après Israël et le Hamas en Palestine, ça ne peut pas repartir. Et pourtant, voilà, un autre brasier s'allume. Et pas un petit feu local, non. Cette fois, l'incendie déborde les frontières. L'Iran est frappé par les États-Unis et Israël. Et l'Iran répond, en visant Israël, mais aussi des installations militaires américaines. Dans le monde arabe, les États du Golfe se retrouvent à leur tour dans la ligne de mire, ciblés et touchés. Et comme si la région n'avait pas assez donné, le Liban finit lui aussi par être happé, visé ensuite par une offensive israélienne. Oui, vous le voyez comme moi, le Moyen-Orient est en flammes. Et quand cette région s'embrase, ce n'est jamais un incendie isolé. Elle est liée au Maghreb comme un membre à son propre corps, comme une sœur indissociable de l'Afrique du Nord. Ce qui s'y produit ne reste jamais confiné là-bas. Pour un pays comme l'Algérie, ancré dans l'espace Moyen-Orient-Afrique du Nord, prétendre que tout cela est lointain serait une illusion. Ce conflit avance, il se rapproche. Il réduit la distance jour après jour. Nous prendrons le temps dans plusieurs émissions d'en analyser les ressorts, les causes profondes, les calculs stratégiques, les conséquences prévisibles, les scénarios possibles et les répercussions concrètes. Mais avant toute chose, il faut s'arrêter sur un choc initial, un fait si spectaculaire qu'on peine encore à en mesurer l'onde de choc. Tout commence le 28 février 2026. Dès les premières heures de l'offensive lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, un événement hors norme se produit. Un épisode d'une ampleur historique, dont les dimensions dépassent encore notre capacité d'évaluation. Cet événement, c'est l'élimination du guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, l'homme qui, en réalité, concentrait l'essentiel du pouvoir. Officiellement, l'Iran a un président, mais dans les faits, le centre de gravité du régime se trouve ailleurs. Le président gère, administre, exécute. Le guide suprême, lui, tranche et décide. Il détient l'autorité religieuse, militaire et politique. Le système iranien est une architecture singulière. Une république encadrée par un clergé structuré, un équilibre complexe que nous détaillerons plus tard avec des éléments précis et documentés. Le guide suprême y exerce un rôle comparable à celui d'un monarque. Il arbitre les grandes orientations, contrôle les leviers stratégiques et limite volontairement la marge d'action du président, pourtant élu par le peuple. Ce partage asymétrique du pouvoir, enraciné dans la religion, mais aussi dans des réseaux politiques et sécuritaires multiples, explique la longévité du régime depuis plusieurs décennies. Et pourtant, malgré cette solidité apparente, tout a basculé en un instant. Ali Khamenei a été tué dès le premier jour du conflit. Ce ne sont pas seulement des missiles qui ont frappé une cible stratégique, c'est tout un cercle intime qui a été anéanti. Les forces américaines et israéliennes ne se sont pas contentées d'éliminer Ali Khamenei. Sa propre famille a été emportée dans la frappe. Sa fille, son gendre, sa petite-fille, tous figurent parmi les victimes et la prince iranienne elle-même a fini par en attester. Mais au tout début, Téhéran a choisi le silence calculé. Souvenez-vous, dans les premières heures, aucune confirmation, aucun démenti. Les déclarations de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou annonçant la neutralisation du guide suprême restaient suspendues dans l'air, sans validation officielle. Le pouvoir iranien entretenait le flou, comme pour gagner du temps ou mesurer l'ampleur du séisme. Puis, à mesure que la journée avançait, la réalité s'est imposée. En fin de journée, plus de doute possible. Les autorités ont proclamé 40 jours de deuil national et reconnu publiquement la disparition, par assassinat, de leur chef suprême. Et ce n'était que le début. La famille du guide suprême n'a pas été épargnée. Elle a été pratiquement rayée de la carte. Mais au-delà du cercle familial, c'est tout le sommet de l'appareil d'État iranien qui a vacillé en quelques heures. Parmi les figures frappées, on retrouve Ali Shamkhani, proche conseiller du guide et pilier du Conseil de la Défense, Abdolrahim Moussavi, chef d'état-major des forces armées, Mohammad Pakpour, à la tête des Gardiens de la Révolution, cette structure sécuritaire et paramilitaire essentielle à la stabilité du régime, Aziz Nazirzadeh, ministre de la Défense, Gholamreza Rezaian, responsable du renseignement de la police nationale,
Une liste qui donne le vertige. Et ce n'est pas tout. Washington et Tel Aviv ont évoqué près d'une quarantaine de hauts responsables, civils et militaires, éliminés ou ciblés dès les premières heures du conflit. Une telle hécatombe au sommet d'un État engagé dans une guerre, dès le premier jour, relève presque de l'inédit. Voir tomber autant de décideurs stratégiques en si peu de temps, c'est un choc historique. Certes, l'histoire n'est pas avare en assassinats de dirigeants. Des chefs d'État ont déjà été renversés ou tués dans des contextes de guerre. Muammar Kadhafi, en 2011, capturé à Sirte après l'intervention de l'OTAN qui avait précipité sa chute, puis exécuté par ses adversaires. Saddam Hussein, renversé lors de l'offensive américaine de 2003, arrêté, jugé, puis pendu en 2006. Idriss Déby, au Tchad, mort en 2021 des suites de blessures reçues sur le champ de bataille alors qu'il dirigeait ses troupes contre des rebelles dans le nord du pays, un cas rare d'un président tombé en première ligne. Mais malgré ses précédents, la concentration d'élimination au sommet du pouvoir iranien, en l'espace de quelques heures, donne à cet épisode une dimension exceptionnelle. Bien sûr, l'histoire récente a déjà connu des assassinats politiques, mais pas toujours en pleine guerre. Parfois, la violence surgit dans des contextes internes, presque symboliques. En 1981, Anwar el-Sadat tombe sous les balles lors d'un défilé militaire au Caire, abattu par des officiers extrémistes qui lui reprochaient son rapprochement avec Israël et l'Occident après les accords conclus à la suite de la guerre du Kippour. En 1995, Israël est à son tour frappé. Yitzhak Rabin est assassiné par un radical opposé aux accords d'Oslo, ces textes qui ouvraient la voie à un État palestinien. Oui, des chefs d'État ont déjà payé de leur vie leurs choix politiques, parfois en période de tension armée. Mais ce qui se produit ici dépasse le précédent historique. Jamais un dirigeant d'un tel rang n'avait été éliminé dès les premières heures d'un conflit. Alors, comment un homme considéré comme quasiment intouchable a-t-il pu être atteint? Il faut rappeler que ce n'était pas un responsable ordinaire. À 86 ans, Ali Khamenei vivait dans une forteresse invisible. Sans doute l'un des individus les plus protégés au monde. La sécurité iranienne avait déployé autour de lui un dispositif presque irréel. Abris souterrains, déplacements rarissimes, apparitions publiques soigneusement contrôlées. Chaque sortie relevait de la stratégie. Et pourtant, ce samedi 28 février 2026, il quitte son refuge habituel pour participer à une réunion organisée hors de son complexe enterré. Une décision apparemment anodine, mais qui va s'avérer décisive. Les services américains, et plus particulièrement la CIA, en coordination avec le Mossad, disposaient visiblement d'informations d'une précision chirurgicale. L'heure, le lieu, le moment exact. Par la suite, certains médias américains spécialisés en questions militaires et stratégiques ont publié des éléments permettant de reconstituer la séquence des événements. Petit à petit, le puzzle s'assemble. Des mois de surveillance, un timing ajusté à la minute près et une frappe déclenchée avec une exactitude redoutable. D'après plusieurs médias américains, tout s'est enclenché dès le samedi, avec une coordination militaire étroite entre Washington et Tel Aviv. Les premières heures ont été marquées par des frappes aériennes ciblant des infrastructures stratégiques iraniennes. Mais derrière ces bombardements, l'objectif réel était plus ambitieux. Frapper au sommet. Couper la tête du système. Après 35 années passées à diriger la République islamique, Ali Khamenei incarnait bien plus qu'un symbole. Il était l'axe central autour duquel gravitait tout l'appareil du pouvoir. Toucher cet homme, c'était atteindre le noyau même du régime. Une chaîne israélienne a révélé qu'une trentaine de bombes auraient été larguées sur les sites résidentiels où il se trouvait ce jour-là. Pas dans son bunker habituel, il aurait changé d'emplacement, mais dans un complexe identifié avec précision. La frappe a été massive. Les décombres ont ensuite livré ce que les services américains et israéliens attendaient. Le corps du guide suprême. Une photographie aurait été immédiatement transmise aux plus hauts responsables. Benjamin Netanyahou l'aurait consultée en premier, avant qu'elle ne soit présentée à Donald Trump. L'image servait de preuve. La mission avait atteint son but. La cible était neutralisée. L'opération considérée comme pleinement réussie. Quelques heures à peine après le choc, un grand quotidien américain est venu ajouter des pièces au puzzle. À peine 24 heures après l'opération, et il faut le dire, l'ampleur est stupéfiante, voir tomber, dès le premier jour de conflit, la figure suprême d'un État engagé dans la guerre, c'est un scénario rarissime dans les annales contemporaines. D'après les révélations publiées, la CIA savait qu'Ali Khamenei devait assister, ce samedi matin-là, à une réunion stratégique à Téhéran. Pas une approximation, pas une rumeur.
L'heure précise était connue, l'adresse exacte également. En réalité, le chef iranien faisait l'objet d'une surveillance méthodique depuis des mois. Les services américains auraient accumulé des données détaillées sur ses habitudes, ses lieux de résidence, car il en utilisait plusieurs, et même sur des éléments très personnels de son quotidien, ses routines, son mode de vie, ses rythmes. Une cartographie presque intime. Ce matin-là, un rassemblement de hauts responsables devait se tenir dans un complexe situé au cœur de la capitale iranienne, propriété des autorités. Et surtout, c'est le point clé, la présence du guide suprême y était confirmée. Une information décisive selon le journal. Les renseignements auraient ensuite été transmis aux services israéliens, permettant une coordination étroite entre la CIA et le Mossad. Toujours selon des sources citées par la presse américaine, le calendrier initial de l'opération n'a pas été respecté. Washington et Tel Aviv auraient revu leur copie à la dernière minute afin de tirer parti du renseignement fraîchement confirmé. L'attaque, d'abord programmée dans l'obscurité de la nuit, a finalement été déclenchée en plein matin. À 9h40 précise, heure locale, la frappe est partie. Des missiles lancés à distance depuis des plateformes aériennes sans que leur modèle exact ne soit révélé. Le détail technique reste flou. Aucun nom d'armement officiellement mentionné. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le timing a été recalibré avec une précision presque chirurgicale. Pourquoi ce changement? Très probablement parce que les mouvements d'Ali Khamenei étaient suivis en temps réel. De nouvelles données auraient été transmises, peut-être à la CIA, peut-être au Mossad, permettant d'affiner l'instant idéal pour frapper. L'objectif, ne laisser aucune marge d'erreur. Dès le dimanche matin, la confirmation tombe. La disparition du guide suprême est officielle. À Téhéran, le choc est immense. Les gardiens de la Révolution, tout comme les cercles dirigeants du régime, accusent le coup. Stupeur, incrédulité, désarroi. Personne ne semblait imaginer que le chef suprême puisse être visé et atteint dès les premières heures du conflit. Les autorités iraniennes étaient convaincues d'avoir mis en place un dispositif de protection suffisant. Manifestement, ce n'était pas le cas. À Téhéran, la riposte verbale n'a pas tardé. Les autorités ont juré une sanction implacable contre ceux qu'elles tiennent pour responsables. La promesse d'un châtiment exemplaire a été lancée comme un avertissement au monde entier. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, en Floride, Donald Trump s'est exprimé avec un ton triomphal. Depuis sa résidence, il a revendiqué le succès total de l'opération. Sur sa plateforme Truth Social, il a été le premier dirigeant à confirmer publiquement la disparition d'Ali Khamenei. Le président américain n'a pas mâché ses mots. Il a décrit le leader iranien comme l'une des figures les plus maléfiques de l'histoire contemporaine. Dans son message, il a insisté sur la supériorité du renseignement américain et sur la précision du dispositif de surveillance, affirmant que le guide suprême n'avait eu aucune possibilité d'échapper au suivi technologique mis en place. Il a également souligné la coordination étroite avec Israël, présentant l'action comme le fruit d'un partenariat stratégique parfaitement maîtrisé. Et il ne s'est pas arrêté là. Donald Trump a prévenu que les frappes continueraient aussi longtemps que cela serait jugé nécessaire. Selon lui, la disparition de Khamenei ouvrirait une opportunité historique pour le peuple iranien, celle de reprendre les rênes de son propre destin. Donald Trump l'a assumé sans détour. L'intervention militaire avait un but clair, éliminer Ali Khamenei. Une déclaration qui s'inscrit dans la continuité d'une autre opération retentissante menée quelques semaines plus tôt contre Nicolás Maduro. Et là encore, le récit a de quoi surprendre. Capturé presque au saut du lit, arrêté aux côtés de son épouse lors d'une action éclair qui a fait le tour du monde. Petite précision chronologique d'ailleurs. Ce n'était pas à la toute fin de 2025, mais bien le 3 janvier 2026. Autrement dit, l'année 2026 s'est ouverte sur un coup de théâtre géopolitique. L'arrestation de Maduro avait déjà marqué les esprits comme l'une des opérations paramilitaires les plus audacieuses et méticuleusement préparées de ces dernières décennies. Puis vient l'Iran. Et pas n'importe quel pays, une puissance régionale majeure, près de 80 millions d'habitants, une armée classée parmi les plus redoutables, un État aux portes du seuil nucléaire, héritier de la civilisation perse. Cette fois, il ne s'agit plus d'une arrestation spectaculaire, mais de la neutralisation du dirigeant suprême. Washington et Tel Aviv ont frappé fort, très fort.
Et l'onde de choc politique ne fait que commencer. D'après plusieurs sources israéliennes et américaines, la décision finale aurait été prise le vendredi précédant le déclenchement des hostilités, soit la veille du 28 février. La guerre n'aurait donc pas été un simple affrontement stratégique. Elle aurait été conçue dès le départ avec un objectif central, couper la tête du régime. Il ne s'agissait pas seulement d'affaiblir l'appareil d'État iranien, mais d'en éliminer le pivot. Le moment précis de l'attaque aurait été ajusté après réception de nouveaux renseignements. Et c'est Donald Trump lui-même qui aurait donné le feu vert lorsque la localisation exacte de la réunion entre Khamenei et ses conseillers a été confirmée. En parallèle, une autre manœuvre se déroulait en coulisses. Officiellement, la diplomatie restait active. Des discussions semblaient se poursuivre, notamment autour de négociations évoquées à Genève. Les Iraniens pensaient que le dialogue était encore ouvert, que les échanges se prolongeraient au moins quelques jours. Pendant ce temps-là, les préparatifs militaires s'accéléraient discrètement. Une stratégie de diversion soigneusement orchestrée. Brouiller les pistes, maintenir l'illusion, puis frapper au moment jugé optimal. Au commencement, tout semblait suivre un scénario diplomatique classique. Les réunions prévues pour la semaine suivante paraissaient maintenues, les canaux de discussion officiellement ouverts. Côté iranien, on croyait que les pourparlers allaient se poursuivre encore plusieurs jours. En surface, rien n'annonçait une offensive imminente. Certes, des rumeurs circulaient. Quelques signaux faibles apparaissaient. Mais publiquement, Washington affichait une posture de dialogue. Pendant que les échanges semblaient avancer, en coulisses, un tout autre agenda se dessinait. À Washington comme à Tel Aviv, les équipes opérationnelles peaufinaient les derniers détails d'une mission visant directement Ali Khamenei. Diplomatie en façade, plan militaire en arrière-plan. L'erreur stratégique de Téhéran, si l'on en croit des sources proches des services de renseignement américains et israéliens cités par certains médias spécialisés, aurait été d'écarter l'hypothèse d'un passage à l'acte aussi brutal. Les dirigeants iraniens n'auraient pas envisagé sérieusement que Donald Trump puisse ordonner une opération visant personnellement leur guide suprême dès l'ouverture du conflit. Dans leur analyse, si frappe il devait y avoir, elle ciblerait probablement des installations sensibles, sites nucléaires, infrastructures militaires, positions stratégiques. Un coup porté au cœur politique du régime dès le premier jour? Cette option ne figurait pas parmi les scénarios jugés plausibles. Et pourtant, d'après les éléments recueillis, l'élimination d'Ali Khamenei ne serait en rien une réaction improvisée. L'opération aurait été planifiée, étudiée et préparée sur une longue période, bien en amont du déclenchement officiel des hostilités. Du côté israélien, la confirmation est venue sans ambiguïté. L'opération a bien été menée avec un rôle central joué par la CIA, davantage encore que par le Mossad. Autrement dit, la clé du dispositif se trouvait à Washington. Ce sont les services américains qui auraient disséqué pendant des mois chaque habitude du guide suprême iranien. Ses déplacements, ses routines, ses préférences, ses rythmes de vie, rien n'aurait été laissé au hasard. Chaque détail consigné, classé, analysé. Cela ne signifie pas pour autant que les services israéliens étaient absents du tableau. Bien au contraire. Le Mossad disposait depuis longtemps de relais infiltrés à l'intérieur même du système iranien. Un travail de patience, un maillage discret. Un dossier publié récemment par le Figaro Magazine, citant des sources sécuritaires, évoquait d'ailleurs des décennies de stratégies sophistiquées mises en place pour surveiller les figures majeures de la République islamique. 40 ans d'observation méthodique. Sous des identités couvertes, certains agents auraient réussi à approcher les plus hauts cercles du pouvoir tout en se fondant dans le tissu social iranien. Selon plusieurs médias spécialisés, Washington et Tel Aviv auraient appliqué une méthode éprouvée, contourner les protections numériques des responsables, souvent méfiants vis-à-vis des smartphones, en exploitant les appareils de leur entourage immédiat. Chauffeurs, gardes du corps, assistants, autant de maillons parfois moins protégés. À travers ces canaux indirects, les services de renseignement auraient reconstitué des fragments du quotidien des dirigeants. Lieux de réunion, horaires, habitudes personnelles, jusqu'aux espaces les plus privés. D'après diverses sources, le Mossad s'appuierait sur un réseau de dissidents et d'informateurs capables d'accéder à des informations d'une précision troublante, y compris sur les pièces où ses responsables dorment ou se réunissent. Nous venons peut-être d'assister à un basculement inédit. Un conflit qui ne se limite plus au champ de bataille, mais qui s'invite jusque dans l'intimité la plus absolue. Oui, jusque dans une chambre à coucher.
c'est vertigineux. Le degré de sophistication atteint par les technologies militaires, combiné à la supériorité stratégique américaine et israélienne, rend désormais possible ce qui relevait autrefois de la fiction. Planifier une élimination ciblée en s'appuyant sur des données d'une précision presque intrusive. Les opérations ne se préparent plus seulement sur des cartes d'état-major. Elles se construisent à partir des routines privées, des habitudes nocturnes, des gestes quotidiens des dirigeants. Nous ne sommes plus simplement dans l'art de la guerre. Ce terme paraît presque dépassé. On entre dans une ère où la maîtrise de l'information donne un pouvoir qui frôle l'invisible. La capacité de frapper un chef d'État dans son espace le plus personnel, grâce à des scénarios minutieusement élaborés et à une surveillance intime, marque un tournant historique. C'est un changement de paradigme militaire majeur, une transformation brutale des règles du jeu. Et certains pays, l'Algérie par exemple, feraient bien d'observer attentivement ce qui se déroule entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Car accumuler des chars ou des missiles balistiques ne garantit plus la sécurité d'un régime si, en parallèle, des stratégies discrètes permettent d'atteindre le sommet du pouvoir sans même engager une bataille classique. Aujourd'hui, le danger ne vient pas seulement du ciel ou des frontières. Il peut surgir au cœur même des espaces les plus privés. Et cela, qu'on le veuille ou non, est à la fois impressionnant et profondément inquiétant.